Alors la nouvelle bataille aujourd'hui, c'est sur l'obsolescence programmée, mais l'obsolescence programmée des logiciels. Ce sont donc les éditeurs qui sont montrés du doigt. On en parle avec Lorraine de Montenay, consultante indépendante, membre de Green IT. C'est un collectif d'experts des impacts environnementaux du numérique en France. On vous a déjà reçu, mais je rappelle que vous réalisez un benchmark sur la maturité des entreprises quant au numérique responsable. Et puis à vos côtés, Henri Dagrin, qui est le directeur général du SIGREF, qu'on a évidemment déjà reçu. Enfin, je rappelle, association aux 150 membres qui accompagnent les grandes entreprises et les administrations publiques françaises dans leurs réflexions sur leurs enjeux numériques collectifs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Henri Dagrin, on va commencer ensemble, puisque en octobre, les associations européennes d'utilisateurs, dont le SIGREF, ont interpellé directement Microsoft en expliquant que le cycle de vie de ces produits et services provoque une implacable logique d'obsolescence programmée de parcs d'équipements parfaitement fonctionnels. Ça veut dire, en gros, que l'obsolescence logicielle, qui est votre préoccupation aujourd'hui, est directement liée à l'obsolescence matérielle. Alors, c'est plutôt l'inverse. Notre préoccupation principale, c'est celle de l'obsolescence matérielle, puisque la fabrication des équipements, du hardware, c'est grosso modo 60% de l'empreinte environnementale du numérique. Mais je vous dis ça parce que l'obsolescence matérielle, c'est un sujet qu'on a déjà abordé depuis des années. Là, c'est quand même nouveau de vous entendre interpeller un éditeur de logiciels. Oui, parce que nous établissons un lien direct de causalité entre l'obsolescence logicielle provoquée par la logique produit d'un éditeur et ses conséquences sur le matériel qui est artificiellement qualifié d'obsolescent à cause de cette logique de ligne produit d'un éditeur de logiciels. On l'avait déjà constaté en 2020 lorsque Microsoft avait stoppé la maintenance de Windows 10, de Windows 7, oui. De Windows 7, pardon, ce qui avait provoqué chez un nombre important de membres du SIGREF une mise au rebut de postes informatiques qui étaient parfaitement fonctionnels, mais qui ne supportaient pas Windows 10. Et rebelote, avec Windows 11, on se retrouve dans cette même logique. Et des centaines de milliers, des millions d'ordinateurs vont se retrouver au rebut à cause de ce passage à Windows 11, sachant que Windows 10 ne sera maintenu que jusqu'à 2025. Donc en 2025... Vous dites des ordinateurs qui ont 3-4 ans, finalement, ne seront pas capables de supporter Windows 11. Absolument. Or, l'on sait que si on veut avoir un impact significatif sur l'empreinte environnementale du numérique, il faut multiplier par 2 à minima l'ensemble du hardware, les postes informatiques, les serveurs, les smartphones. Ça veut dire qu'un ordinateur, il doit pouvoir être utilisé pendant 8, voire 10 ans. Alors, Lorraine de Montenay... Et je finis en disant que Microsoft... Pourquoi est-ce qu'on a interpellé Microsoft? Parce que ça, j'avais une question là-dessus. Oui. Mais je voulais déjà faire réagir Lorraine de Montenay sur cette question. L'obsolescence logicielle est un problème environnemental. Oui, l'obsolescence logicielle, c'est un problème environnemental. Aujourd'hui, quand vous avez un ordinateur qui sort de l'entreprise, il y a 80% de chances que cet ordinateur sorte de l'entreprise parce qu'il ne répond plus aux besoins en termes de performance. Mais il est totalement fonctionnel. Et ça, c'est un vrai problème. Il peut être réutilisé. Il peut être réutilisé et justement, c'est ce que les reconditionneurs font. Ils permettent de reconditionner ces appareils et de faire en sorte d'avoir une seconde vie. Mais on a tout de même une problématique logicielle qui est que tous les 2 ans, on multiplie par 2 le besoin en mémoire vive des équipements. Donc à un moment, il y a tout de même une limite qui est atteinte. Et là, on arrive à de l'obsolescence matérielle du fait des besoins gourmands du logiciel. Alors, effectivement, je vais vous poser cette question. Pourquoi Microsoft? Déjà, vous avez choisi de lancer cet appel, cette interpellation même, le jour de la sortie officielle de Windows 11. Pourquoi Microsoft spécifiquement? Microsoft est emblématique des éditeurs de logiciels. C'est l'une des principales valorisations boursières mondiales. C'est une des plus grandes entreprises de services et de logiciels dans le monde. Et donc, nous estimons qu'une entreprise comme Microsoft, qui a de grands pouvoirs, eh bien, cela implique de grandes responsabilités. Et donc, nous appelons Microsoft à l'exemplarité
dans ce domaine de l'empreinte environnementale du numérique. Et nous ne pouvons pas nous contenter d'explications qui sont certainement intéressantes, mais sur des raisons fonctionnelles. D'abord parce que ça ne répond pas spécifiquement à une attente de leurs clients. Ils ne demandent pas, ils ne spécifient pas dans leurs besoins Windows 11. Et qu'aujourd'hui, eh bien, il va bien falloir qu'il y ait un équilibre qui existe entre innovation technologique, innovation logicielle et enjeux de sobriété numérique. Et c'est sur ces deux pieds que doit reposer désormais l'industrie du numérique. Alors, j'ai demandé quand même à Lorraine de Montenay si c'était un problème environnemental. OK, vous insistez également sur ce point. Absolument. C'est peut-être aussi un problème économique, non, pour les entreprises ? Alors, pas spécifiquement au départ. Bien sûr, ça a des contraintes économiques. Et quand vous avez un éditeur, mais quel qu'il soit d'ailleurs, qui a une logique de produit qui entraîne un renouvellement aussi fréquent des équipements, ça a des conséquences économiques. Mais la principale raison, je le rappelle, elle est effectivement sur cette notion d'empreinte environnementale du numérique, de sobriété numérique. Alors, parce que nouvelle version de Windows 11, c'est affiché par Microsoft tous les ans. Seront déployées tous les ans des nouvelles versions de Windows 11 et chaque mois il y aura des mises à jour de qualité. Je voulais vous faire réagir là-dessus parce qu'on entend beaucoup, Lorraine de Montenay aussi, la nécessité de différencier les différents types de mises à jour. Oui, tout à fait. En fait, vous avez plusieurs types de mises à jour. Vous avez des mises à jour qui sont correctives et vous avez des mises à jour qui sont des mises à jour évolutives. Les mises à jour correctives, elles viennent répondre à un problème comme un bug ou un problème de sécurité. Les mises à jour évolutives, elles viennent plutôt répondre à des questions d'évolution des fonctionnalités. La vraie raison pour laquelle on a besoin de distinguer ces mises à jour, c'est parce que en fait, on se retrouve souvent bloqué en termes de performance à cause de mises à jour évolutives dont l'utilisateur n'a pas besoin. Et nous, on demande à ce qu'il y ait une vraie dissociation systématique entre ces mises à jour. Parce que cette dissociation, elle permettra à des utilisateurs qui ont un appareil depuis longtemps de pouvoir faire le choix de faire uniquement les mises à jour qui vont être sécurisantes pour leurs appareils, sans choisir des fonctionnalités supplémentaires qui vont complètement alourdir leur mémoire vive et qui vont l'empêcher de tourner correctement. Bon, moi, je suis là pour vous faire l'avocat du diable, pour vous faire développer vos arguments. Donc, je vais vous répondre quand même que Microsoft fait déjà la différence, parce que quand on va regarder sur son site, il nous explique qu'il y a des mises à jour qualité, donc qui sont les correctifs de bugs en gros, et les mises à jour de fonctionnalités, où là c'est vraiment de l'apport de nouvelles solutions. Donc ça existe déjà. Après, la problématique, c'est la durée de maintenance des versions. Vous l'avez aussi spécifié, mais on est quand même sur une échelle de 10 à 13 ans de maintenance sur des versions logicielles. Ça vous semble beaucoup trop court, Henri Dagrin ? Ça nous semble beaucoup trop court quand vous avez renouvelé votre parc informatique qui ne suit pas spécifiquement la logique produit d'un éditeur. Prenons le cas de Microsoft. Quand vous avez renouvelé votre parc informatique il y a 2-3 ans, eh bien, vous ne pourrez pas le faire passer dans les 5 ans, dans les 4 ans qui viennent sur Windows 11. Donc, vous vous retrouvez donc avec un parc informatique obsolescent. Et alors, qu'est-ce que vous demandez ? Il faudra aller jusqu'où ? Alors, ce que l'on demande, une première chose, c'est que le traitement de ce sujet de la sobriété numérique, de l'empreinte environnementale du numérique, ce n'est pas exclusivement une question qui concerne les utilisateurs ou les fournisseurs. Il faut une approche écosystémique qui permette d'articuler les actions menées par les utilisateurs eux-mêmes au sein de leurs entreprises ou de leurs organisations, par les fournisseurs, mais également sous l'impulsion du régulateur. Et nous demandons que le régulateur, et notamment au niveau européen, prenne ses responsabilités pour engager ce doublement de la durée de vie de l'ensemble des parcs matériels. Et ça se fera, nous pensons, également par la loi, par la régulation. Doublement, ça veut dire qu'on passerait de 10 ans de maintenance de support sur du logiciel à 20 ans ? Par exemple, ça peut être 15 ans, 20 ans, pourquoi pas. La dissociation, en plus de ces des différents types de mise à jour, de sécurité et de fonctionnalité, eh bien, elle doit permettre d'allonger la durée de vie
de parc informatique. Si Microsoft avait continué à générer les patchs de sécurité sur Windows 7, aujourd'hui, nous aurions encore des entreprises qui utiliseraient Windows 7 sans problème fonctionnel. Et l'autre chose qui est également importante, c'est que le régulateur lui-même a cette responsabilité parce que ça s'inscrit dans une stratégie, notamment au niveau européen. Et la bonne maille, pour nous, c'est la maille européenne. C'est la Commission européenne qui doit prendre ses responsabilités, même si en France, il y a déjà des choses intéressantes qui ont été faites, notamment dans le cadre de la loi Chaise, sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. La loi Rennes de Patrick Chaise, qui a été adoptée il y a quelques semaines, définitivement adoptée. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça tombe bien parce que la France va prendre la présidence de l'Union européenne, donc ça fera un sujet supplémentaire à porter. On peut l'espérer. Lorraine de Montenay, sur donc cette question de la différenciation des types de mise à jour, moi je vous réponds, Microsoft finalement l'affiche déjà. Il y a effectivement des régulations qui existent. Ça ne va pas assez loin. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? Alors déjà, c'est bien effectivement de rappeler que Microsoft fait déjà ce type de mise à jour et les propose déjà. Ce que nous voudrions, c'est que tout le monde le fasse, pas uniquement Microsoft. Et il faut aussi tenir compte du fait qu'il n'y a pas que les ordinateurs qui sont considérés, qui sont à prendre en compte dans ce type de mise à jour. Aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus d'objets connectés, par exemple. Ouais. Et les objets connectés ont aussi ce qu'on appelle des API, dans le cas des objets connectés. Et ces API, le jour où elles n'ont plus de support, qu'est-ce qui se passe ? Nous, ce que nous voudrions, c'est à partir du moment où les API n'ont plus de support informatique de la part de leur éditeur, obligatoirement, systématiquement, on ouvre leurs API, on ouvre leur code pour que d'autres personnes puissent utiliser ces API et puis, si besoin, du coup, faire poursuivre la durée de vie de ces API. Alors, ce ne serait pas forcément très simple à appliquer. Et puis, est-ce que ça ne poserait pas des questions en matière de sécurité ? D'ailleurs, plus largement, cette problématique d'obsolescence logicielle, les éditeurs pourraient vous répondre, non mais nous aussi, c'est un problème de sécurité. Oui, mais c'est bien pour ça que l'on demande... Alors, il y a une solution qui serait assez simple et qui pourrait passer par la loi, par la régulation au niveau du marché européen. C'est que, par exemple, un éditeur qui décide d'abandonner un produit, d'arrêter sa maintenance, eh bien, soit livre le code à un tiers qui va continuer à l'exploiter, soit le publie en open source pour que les communautés open source puissent s'en saisir et continuer. Là, on imagine déjà tous les éditeurs qui vont trouver des astuces pour vous dire. Mais oui, mais ce n'est pas possible. Sauf si le régulateur l'impose sur le marché européen. Et qui seront ces tiers qui assureront cette maintenance ? Est-ce qu'on a un gage de sécurité ? C'est encore la question de la sécurité. Des tiers mainteneurs, ça existe déjà. Il y a des sociétés qui en ont fait un business tout à fait intéressant et qui seraient tout à fait susceptibles de pouvoir reprendre ce type de code. Maintenant, il faut que ça s'impose par la régulation. Ça ne se fera pas autrement. Alors, il y a aussi vous avez fait 29 recommandations. On ne va pas toutes les citer ici. Oui, on a publié effectivement 2 rapports sur la lutte contre l'obsolescence matérielle et logicielle destinée aux utilisateurs et un autre sur la lutte contre l'obsolescence matérielle et logicielle destinée aux fournisseurs. Ce sont 2 rapports qui sont en libre accès sur le site du CIGRE. Tout le monde pourra aller les regarder. Moi, j'ai choisi ceux qui m'intéressaient. Mais je voulais déjà aussi interpeller Lorraine de Montenay sur l'indice de réparabilité, qui est un sujet aussi directement lié à l'obsolescence matérielle. Là, on a 1 an derrière nous d'indice de réparabilité. Est-ce que vous avez le sentiment, encore une fois, que ça a prouvé son efficacité ? C'est suffisant ? C'est déjà un bon début qu'il y ait un indice de réparabilité. Évidemment, il faut aller plus loin. On parle aussi au niveau européen, puisqu'on parlait du niveau européen tout à l'heure, on parle d'un passeport produit, par exemple, qui permettrait aussi d'avoir une traçabilité du produit tout au long de sa durée de vie. Je pense qu'il faut aller plus loin, effectivement, sur ces sujets-là. Et Green IT a proposé aussi un indicateur de longévité. Oui, effectivement, c'est un des premiers sujets sur lesquels on a travaillé à propos de l'obsolescence logicielle. C'était à propos de cet indicateur de longévité qui permet Comment fonctionnerait-il ? En fait, c'est un indicateur qui permet de se rendre compte quelle est la contribution d'un logiciel à
soit la réduction, soit l'augmentation de la durée de vie d'un équipement. C'est-à-dire, on voit quel est le poids que ce logiciel va avoir sur la durée de vie de l'équipement. Est-ce que ça va permettre de rallonger sa durée de vie ou au contraire de la réduire? Et ça a été proposé dès 2011. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, on est à quel stade? Aujourd'hui, ça reste sur la table. Cet outil est toujours sur la table, il est toujours disponible, il fonctionne toujours. Et il est bien. opérationnel. Il est très opérationnel. Alors, du côté des propositions du SIGREF, d'ailleurs pas seulement, des associations d'utilisateurs au niveau européen, c'est ça? Absolument. On travaille beaucoup avec nos partenaires, les associations sœurs du SIGREF, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie. Alors moi, j'ai noté un point qui me semble intéressant, c'est d'encourager la modularité des logiciels. Expliquez-nous. La modularité des logiciels, ça permet à l'utilisateur de choisir ce dont il a besoin et de laisser de côté, de ne pas acquérir ce dont il n'a pas besoin. En fonction Donc, sur un système d'exploitation, par exemple, on pourrait décider de monter d'un niveau sur, je sais pas, la messagerie ou le navigateur. Il y a beaucoup de fonctions que vous n'utilisez pas quand vous avez un environnement logiciel complet aujourd'hui. Effectivement, ça simplifie sans doute la vie des éditeurs, mais ça ne répond pas forcément aux besoins des utilisateurs. Et donc, il y a là derrière, bien entendu, des considérations économiques, mais il y a également des considérations de sobriété, c'est-à-dire adapter un équipement informatique aux stricts besoins de ce que vous allez faire avec votre environnement informatique. Et donc, la modularité permet ce type d'usage modéré, modulé, en fonction du besoin de l'utilisateur. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant du côté des entreprises, mais aussi des utilisateurs individuels, et pas seulement sur les ordinateurs, également sur les smartphones et tous les nouveaux objets, où le rythme de renouvellement est encore plus effréné, je dirais, que celui des systèmes d'exploitation pour PC. En gros, je crois que j'avais lu une statistique qui est absolument effrayante. Un jeune entre 16 et 25 ans aurait eu 3 à 4 smartphones différents dans sa vie. Et donc, c'est un renouvellement effréné. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations du côté de Green IT et de la communauté du numérique responsable et sobre qu'on n'a pas encore évoquées? Oui, on en a plein. Pour peut-être vous en citer une qui va rejoindre une des recommandations que vous aviez dites tout à l'heure. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse fournir des mises à jour correctives pendant au moins les 5 années qui suivent le dernier jour de commercialisation d'un produit ou d'un logiciel. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un produit ou un logiciel est mis sur le marché, on a un alignement de la durée de garantie entre la durée de mise à jour et la durée de garantie. Donc il y a un alignement aujourd'hui qui est à 2 ans en France. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit un minimum de 5 ans. Et que du coup, on puisse avoir ces mises à jour qui soient garanties pour une utilisation pendant 5 ans au moins. Du côté du SIGREF aussi, vous dites qu'il faut repenser les modes de production de matériel informatique? Les modes de production, il faut que les équipements informatiques deviennent obsolètes, deviennent une matière première que l'on va pouvoir utiliser pour d'autres fabrications. Toujours en se disant qu'on va réduire cette empreinte sur l'environnement, sur les ressources, que ce soit les ressources physiques, que ce soit les ressources en eau, que ce soit les ressources en énergie nécessaires, et que les équipements matériels eux-mêmes deviennent cette matière première. Mais il y a également des recommandations que nous pouvons faire sur la conception du code. Entre un code qui n'a pas été pensé en matière de sobriété numérique et un code qui a été bien conçu, on peut obtenir jusqu'à 30% d'économie d'énergie dans son utilisation. Mais il y a également un enjeu... Ce qu'on dénonce comme l'obésité logicielle. Voilà. Il y a également des enjeux sur l'énergie primaire utilisée dans les data centers. Vous comprenez bien qu'un data center qui tourne en Pologne, où l'énergie est essentiellement basée sur des énergies fossiles, du charbon essentiellement et du gaz, en Allemagne, où c'est essentiellement maintenant du gaz et également du charbon, la limite, ou des data centers qui tournent en France, où l'énergie est décarbonée, l'énergie électrique décarbonée à plus de 80%, c'est pas la même chose. Et donc là aussi, il y a des indices qui doivent être exigés par la loi au niveau européen pour que l'ensemble de ces données soient disponibles pour les utilisateurs finaux. Alors, le Green IT a publié aussi une étude sur ces impacts environnementaux du numérique en Europe. On a désormais donc des chiffres, des indicateurs précis.
Oui, tout à fait. On a sorti cette étude au début du mois. C'est une étude qui a permis de mesurer les impacts environnementaux du numérique à travers toute l'Europe. Sur la base de l'année 2019 comme année de référence, donc ça veut dire qu'on a inclus le Royaume-Uni. Et ce qui ressort de cette étude, c'est plusieurs chiffres marquants. Par exemple, ce qui ressort, c'est que 40% de... comment est-ce que je peux expliquer ça 40% des impacts environnementaux du numérique dépensent... Enfin, pardon, je la refais si vous voulez bien. Pas de problème. Excusez-moi. C'est pas forcément simple à expliquer. Vous avez ce qu'on appelle les limites planétaires. Oui. Et ces limites planétaires représentent, comment dire, une limite qu'on ne doit pas dépasser, au-delà desquelles on est au-delà de ce qu'on peut respecter. On a une dette. Voilà, oui. On a une dette. Dans le budget de ces limites planétaires, oui. Le numérique représente 40% des impacts environnementaux qu'on peut se permettre pour rester dans les limites planétaires au niveau du budget carbone. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il resterait 60% pour faire tout le reste des activités. Donc, là, c'est effectivement un chiffre assez impressionnant. Voilà. Bon, on n'aura pas le temps de détailler toute l'étude, on arrive à la fin de ce Tech Talk ensemble. En tout cas, voilà autant d'éléments dont pourront se saisir les candidats à la présidentielle. Et nous avons appelé dans une plateforme programmatique Convergence numérique 2022, avec une fiche notamment sur la sobriété numérique et l'empreinte environnementale du numérique. Voilà qui dit, vous avez toutes les informations à disponibilité. Merci beaucoup Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, et Lorraine de Montenay, consultante et membre de greenIT.fr. Juste après la pause, on se retrouve pour une sélection d'applications très gourmandes.